Les Togolais avaient-ils eu beaucoup de peine à se procurer du crédit auprès des services financiers décentralisés? Ou bien ce sont les difficultés à le rembourser qui poussent à renoncer au crédit? C'est difficile pour le moment à dire, mais le récent rapport de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCAO affiche clairement qu'au cours du premier trimestre de l'année 2024, les établissements de microfinance ont encaissé de dépôts plus qu'ils n'en ont accordé du crédit. Dans les détails, les dépôts enregistrés par les institutions de microfinance ont progressé de 17 milliards au cours des 3 premiers mois de l'année 2024 comparé au trimestre précédent. Et ce chiffre est le plus haut niveau de dépôts enregistré parmi les systèmes financiers décentralisés au sein de l'espace UEMOA qui a enregistré 15 milliards pour le Bénin, 12 milliards pour le Burkina Faso, 9 milliards pour le Sénégal et 9 milliards aussi pour la Côte d'Ivoire. En revanche, les crédits octroyés par les institutions togolaises ont baissé de 9 milliards par rapport au trimestre précédent. Cette baisse est plutôt générale dans l'UEMOA. Selon la BCAO, c'est un phénomène saisonnier. On s'autorise des dépenses au cours des fêtes de fin d'année et on économise à partir des premiers jours de la nouvelle année. Toutefois, les chiffres de ce recul sont nettement au-dessus de ceux de la même période de l'année 2023. Le trafic de passagers à l'aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé ne fait qu'augmenter. Après la baisse de 49% du trafic, soit environ 460 000 passagers observés en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19, la plateforme a renoué en 2021 avec la croissance du trafic, croissance qu'elle poursuit en 2023. En effet, à la fin de l'année 2023, l'aéroport de Lomé a cumulé jusqu'à 1,4 million de passagers alors que l'objectif fixé par la plateforme est d'atteindre 1,5 million de passagers à l'horizon 2025. Aussi, cette progression enregistrée est portée par l'ouverture de nouvelles lignes aériennes à partir de l'aéroport de Lomé. Rappelons que depuis 2016, les pouvoirs publics ont procédé à des changements, notamment l'agrandissement de la surface totale de l'aérogare à une capacité d'accueil annuelle de 2,5 millions de passagers, sans oublier l'augmentation du nombre de passerelles de 3 à 5 et du nombre de portes d'embarquement qui est passé d'1 à 5. Toutefois, malgré ces avancées et l'augmentation de voyageurs, l'aéroport de Lomé est classé derrière des plateformes logistiques de la sous-région, notamment l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan qui a enregistré en 2023 2,3 millions de passagers. Les plaidoyers des associations des personnes handicapées ont finalement eu écho favorable auprès des décideurs de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. L'organisme sous-régional a démarré une phase pilote d'un projet transformateur visant à autonomiser les enfants handicapés au Togo et au Nigeria. Ce projet fait partie des objectifs stratégiques de la CEDEAO pour la tranche d'année 2022-2026. Ce projet se concentrera sur la fourniture d'appareils d'assistance essentiels aux enfants handicapés. Ceci pour renforcer leur intégration sociale et réduire leur vulnérabilité, ouvrant ainsi la voie à une société ouest-africaine plus inclusive. Cette phase pilote coûtera à l'organisme près de 200 000 $ dans les deux pays. À la fin de cette phase pilote, le projet de fourniture des appareils d'assistance essentiels aux personnes handicapées sera étendu aux autres États membres d'ici 2025. Selon les statistiques récentes, les personnes handicapées représentent 10% de la population du Togo, soit près de 750 000 personnes âgées de plus de 5 ans. L'assistance aux enfants handicapés augmente le taux de scolarisation et facilite leur insertion socio-professionnelle. Au petit matin, le corps sans vie de ce migrant laisse sans voix les pêcheurs qui recouvrent sa dépouille sur la plage. Quelques mètres plus loin, 3 autres cadavres sont ramenés par les vagues. Présent ce jour-là, Billy a compté une vingtaine de morts. Tous étaient à bord d'une pirogue gambienne tentant de rejoindre l'Espagne. À 10 h ce matin, j'ai trouvé 4 corps supplémentaires dans l'eau. Ici, l'embarcation clandestine qui transportait environ 200 migrants, pour la plupart gambiens, guinéens et sénégalais.
Après 7 jours d'errance en mer, une centaine de rescapés de la noyade est sauvée grâce à l'intervention des gardes-côtes mauritaniens. Mais des dizaines de passagers restent encore introuvables. Beaucoup de gens sont morts, dont des enfants. Il y avait des femmes, une femme enceinte. Nous, les pêcheurs, nous l'avons aidée à sortir de l'eau et l'avons ramenée sur la plage. Elle était très fatiguée. Je ne sais pas si elle est morte ou vivante, car elle est partie directement à l'hôpital. Ce naufrage, c'est de la barbarie. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Une scène pourtant devenue fréquente. Début juillet, près de 90 migrants périssent au large des côtes du sud-ouest de la Mauritanie. Mais pour David, jeune migrant gambien, peu importe le danger. Pour maximiser ses chances de partir en Europe, l'adolescent de 15 ans a même élu domicile dans cette pirogue sur la plage. Quand j'ai vu les cadavres, c'était très douloureux pour moi. Je voulais abandonner, mais je me suis dit que j'allais tout faire pour essayer de partir. Si l'opportunité se présente, je partirai. Il y a un mois, il quitte en cachette le domicile de sa mère avec pour seuls effets personnels les vêtements qu'il porte sur lui. Il espère maintenant rassembler au plus vite l'argent nécessaire pour prendre le large. On m'a proposé 600 € pour la traversée. Les bateaux partent vers 1h du matin la nuit, mais ce n'est pas facile car c'est secret. Les passeurs ne veulent pas que ça se sache. Si je vais en Espagne, je veux essayer de jouer au football. J'adore le Real Madrid, c'est mon équipe préférée. Quand j'étais en Gambie, je jouais au football et je veux devenir footballeur professionnel. Comme David, ils sont de plus en plus de jeunes à tenter d'embarquer sur cette route migratoire périlleuse. Chaque jour, de nouvelles pirogues transitent et quittent la Mauritanie vers les côtes espagnoles. D'après les Nations Unies, près de 20 000 migrants sont arrivés clandestinement aux îles Canaries ces 6 derniers mois. C'est une visite exceptionnelle. Sous l'œil des caméras, le ministre de la Justice de la RDC se rend à la prison de Makala. Un déplacement organisé pour officialiser la libération de 421 prisonniers dans cet établissement surpeuplé. Nous sommes en train de faire l'état des lieux de toutes les prisons et prendre des mesures idoines de désengorgement et d'amélioration des conditions carcérales. Ouverte à la presse à l'occasion de cette visite officielle, la prison, construite en 1957, ne peut théoriquement accueillir que 1500 détenus. L'endroit affiche des cellules en partie nettoyées, une façon de tenter de redorer l'image de la gestion des prisons en République démocratique du Congo. Mais les vidéos à l'origine du scandale ne trompent pas. Tournées par le journaliste Stanis Boujakera lors de son incarcération, ces vidéos montraient une réalité difficile. Ce détenu dit purger une peine de 13 ans ici, dans des conditions déplorables. Et nous sommes très contents de voir aujourd'hui le ministre est venu pour visiter le pavillon. Maintenant, notre problème est quoi? Qu'il puisse désengorger ces prisons parce qu'il y a plusieurs innocents qui sont ici. Ici, quand même, vous venez, on est bien dans le pavillon 1. Mais si vous regardez dans d'autres pavillons, la prison est construite pour 1500 personnes. Aujourd'hui, nous sommes plus de 25 000 personnes. Parmi les problèmes soulevés, les prisonniers entassés dans des cellules trop petites, l'absence d'accès aux soins et à suffisamment de nourriture et une insalubrité généralisée. Une description confirmée par une détenue tout juste libérée. Nous étions nombreuses dans notre cellule des femmes. Les conditions hygiéniques n'étaient pas bonnes. Maintenant que je quitte la prison, je dois me faire soigner. Face à la crise, le ministre a annoncé prendre la situation au sérieux. Nous avons également pris la mesure de pouvoir rapidement réhabiliter toutes les toilettes de tous les pavillons. Nous avons pris la mesure de pouvoir réhabiliter systématiquement le centre de santé et que des prisonniers qui ne doivent plus rester à Makala soient rapidement libérés. L'opération de communication orchestrée par le ministère de la Justice suffira-t-elle à calmer la colère suscitée par les révélations de cet enfer carcéral? La question reste en suspens. De nouvelles libérations conditionnelles devraient être annoncées régulièrement par le ministère dans les semaines à venir. Des panneaux classent la zone interdite d'accès. À l'intérieur,
Plusieurs tentes et des sacs de sable sont installés. C'est ce qu'a découvert la police sud-africaine ce vendredi matin dans une ferme de White River, à environ 360 km au nord-est de Johannesburg. Une ferme suspectée d'être utilisée comme camp militaire clandestin. 95 ressortissants libyens vivaient ici depuis quelques mois. Il semble qu'une opération sérieuse se déroule ici, dans cette ferme, depuis avril, c'est-à-dire depuis 4 mois. Des ressortissants étrangers libyens se trouvent dans ce pays. Ils ont obtenu un visa pour suivre une formation d'agent de sécurité. Cependant, ils ont enfreint leur visa par rapport à ce qu'ils avaient demandé. Ils sont maintenant ici à diriger une base militaire. Ils ont été arrêtés pour infraction à la législation sur l'immigration. Dans la commune de White River, c'est la stupeur. Oui, nous avons vu des Libyens au sein de la communauté, mais nous avons été surpris de constater qu'il s'agissait en fait de soldats, alors que nous pensions simplement qu'il s'agissait de personnes venues s'installer ici. Nous pouvons avoir peur parce que nous ne savons pas ce qui se passe, nous voyons simplement des gens marcher. La plupart du temps, ils marchaient à pied, on les voyait essayer d'arrêter les taxis, mais les chauffeurs de taxi ne savaient pas ce qu'ils voulaient parce que personne ne savait ce qu'ils disaient. Les autorités n'excluent pas l'existence de camps similaires dans la région. Pour l'heure, les investigations se poursuivent. La police cherche notamment à savoir si ces présumés combattants libyens étaient affiliés à un quelconque groupe sur le territoire sud-africain ou à l'étranger. Un ciel obscurci par la fumée et des arbres qui se consument à une vitesse ahurissante. Dans le nord de la Californie, le feu qui s'est déclenché il y a 3 jours a déjà dévoré près de 720 km² de végétation et atteint le stade de méga-feu. Seuls 3% sont actuellement maîtrisés. Les autorités ont déclaré que tous les secouristes de la région sont mobilisés. Plus de 1000 personnes sont affectées à cet incendie. Plus de 120 véhicules de pompiers sont sur le terrain, 10 hélicoptères et 12 avions-citernes, dont de très gros avions-citernes. Surnommé Park Fire, cet incendie est le plus intense à avoir frappé la Californie depuis le début de l'été et le 7e plus destructeur de l'histoire de l'État. 134 bâtiments ont déjà été détruits. 4000 personnes dans plus de 18 districts ont dû être évacuées car le feu se rapproche dangereusement des villes comme Chico, à 3 heures de route de San Francisco. 2 policiers sont venus me dire que je devais sortir. J'ai rangé ce que je pouvais dans la voiture, moi et le chien, et je suis sorti. Nous avons vraiment peur. Nous ne savons tout simplement pas ce qui se passe. C'est une période très effrayante, étendue depuis plusieurs jours. Selon le procureur local, l'incendie est d'origine criminelle. Un suspect a été arrêté jeudi et placé en détention provisoire. Cette catastrophe ravive de mauvais souvenirs. Le nord de la Californie avait déjà été touché par de violents incendies en 2018. 85 personnes avaient alors perdu la vie. Au sol, des vélos abandonnés rappellent l'âge des jeunes victimes. Selon les autorités israéliennes, au moins 12 personnes âgées de 10 à 20 ans ont été tuées dans une frappe sur le plateau du Golan samedi. 18 autres ont été blessés. Ce sont nos enfants, ce sont nos proches. Regardez le lieu de l'explosion. C'est un terrain de football. Ils étaient en train de jouer, ils ont entendu des sirènes et ont couru pour s'abriter. Ça leur a pris à peu près 15 secondes, mais ils n'ont jamais atteint l'abri parce que la roquette a explosé entre le terrain et l'abri. Selon l'armée, l'attaque sur ce territoire annexé est la plus meurtrière contre des civils en Israël depuis le 7 octobre dernier. Elle accuse le Hezbollah de l'avoir tiré depuis le Liban, ce que l'organisation soutenue par l'Iran dément. Nos cœurs sont brisés de voir cela. Dans ces heures difficiles, nos pensées vont aux familles et à la communauté druze. Depuis que j'ai été averti de ce drame, je consulte nos forces de sécurité en permanence. L'État d'Israël ne laissera pas cela sans réponse. Les autorités israéliennes accusent le Hezbollah d'être à l'origine du tir. Et selon le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, toutes les indications le démontrent. Mais le mouvement islamiste dément. Le ministère israélien des Affaires étrangères affirme en outre que la munition meurtrière était une roquette iranienne.
Le massacre de samedi constitue le franchissement de toutes les lignes rouges par le Hezbollah. Il ne s'agit pas d'une armée qui combat une autre armée, mais d'une organisation terroriste qui tire délibérément sur des civils. Israël exercera son droit et son devoir d'autodéfense et répondra à ce massacre. Selon une source sécuritaire libanaise, au cours de la nuit de samedi à dimanche, un drone israélien aurait frappé un hangar et une habitation dans une commune de l'est du Liban.